bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez... J'ai des chaînes YouTube. Ouais. Je vous présente Erwan. Vous l'avez certainement déjà vu dans mes vlogs, dans mes vidéos, il est à peu près là tout le temps. Si vous avez vu, j'ai partagé ses TikTok, sa chaîne YouTube sur l'immobilier, les sous, enfin c'est un peu le rôle des, sous, ouais. des pépettes, des sous, de la monnaie et tout ça. Comme j'ai une chaîne YouTube et qu'il va y avoir plein de personnes différentes, j'aimerais bien faire des vidéos sur les personnes qui sont autour de moi dans ma vie. Erwan, il a une sacrée histoire. En vrai, ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, je crois que ça fait genre... de vue, ça fait un peu plus, mais qu'on se côtoie vraiment, ça doit faire 1 an. Je sais qu'il a eu une grosse histoire de vie. Je sais, enfin j'ai survolé un petit peu ce que tu as vécu, mais je sais pas vraiment en profondeur. C'est quelque chose dans ta vie qui te permet d'être comme tu es aujourd'hui. Je pense que c'est hyper important de parler de ça pour communiquer un peu sur ce qui s'est passé. Et puis pour vous faire découvrir Erwan, parce que vous allez le voir à peu près dans tous les vlogs de l'été et puis du reste de l'année d'ailleurs. C'est un mec qui partage beaucoup de passion. Il est passionné de kite, de wing, de paddle, enfin voilà, c'est un passionné de la mer, donc il passe beaucoup de temps avec nous. J'aimerais bien qu'il raconte son histoire. Présente-toi Erwan, ton âge, tes mensurations, ton prénom, d'où tu viens et tout ça. Je m'appelle Erwan, j'ai 34 ans, j'habite à La Baule. Effectivement, mes passions, tout ce qui est sur l'eau. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça soit sur l'eau, donc ça peut être le bateau, le kite, la wing, le surf, tout ce qui est sur l'eau m'intéresse. C'est pas tes seules passions, si, faire du bif aussi. Après, j'ai des passions, ouais, sur l'investissement, c'est des passions, mais c'est des passions différentes. Ouais. Si j'ai le choix entre acheter une action ou aller faire du kite, je vais faire du kite. On va parler après de ce que tu fais. En description, je vais mettre le lien de sa chaîne et de toutes ses plateformes, parce qu'il est partout. Et comme ça, vous allez pouvoir voir ce qu'il fait si ça vous intéresse. T'as un frère jumeau, Alexis, qui a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs, je la mettrai aussi. Qui est sympa aussi d'ailleurs. Qui est sympa aussi, ouais. Quand t'étais petit, j'aimerais bien savoir ton enfance, ta famille, la relation que t'avais avec ton frère. Là, tu vas me raconter. Et puis, qu'est-ce qui t'est arrivé à l'âge de 13 ans? Le petit garçon que t'étais, tout ça. Le petit garçon que j'étais, moi je suis né à Angers. Je suis arrivé ici à Basse-sur-Mer, j'avais 2 ans. J'ai connu directement la mer. Ouais. Le soir après l'école où c'était plage, voilà, j'ai grandi comme ça. J'étais un enfant extrêmement sportif avec mon frère. Notre vie à l'époque c'était le foot. Ouais, le foot. Le foot. Dès qu'on pouvait, on jouait au foot. Et quand on était à l'intérieur, on jouait au foot à l'intérieur. Il n'y avait que ça qui comptait. Des parents jouaient bien, non séparés, bienveillants. On est d'accord, vous êtes 2, hein? On est que 2. Ils ont fait 2, puis après ils ont lâché l'affaire. Ils ont dit, on fera pas mieux, on s'arrête là. Dis-nous, non, je pense qu'ils ont dit, on n'arrivera pas à faire mieux, donc stop. Une famille hyper saine, ils nous ont transmis énormément de valeurs. Ils nous ont très vite appris un maximum de choses. Je m'entends très bien avec mon frère. Et l'école, c'était... L'école, j'étais bonne élève mais sans rien faire. Ouais, facilité quoi. Ouais, je ne travaillais absolument pas et j'avais des bonnes notes. Ton frère aussi? Il travaillait un petit peu plus. Il était un peu plus besogneux que moi. Mais non, moi je travaillais pas du tout. Ce qui m'a valu quelques soucis d'ailleurs quand je suis arrivé au lycée. Parce que ça va un temps. Ouais, puis ça saoule les autres aussi. Ouais, ça énerve. Ouais. C'est toi qui es sorti avant ou lui? Oh, je sais jamais ça. Allez, si tu sais, tu l'écris en commentaire, si t'es arrivé avant ou après. Je crois que les jumeaux, c'est celui qui sort en deuxième qui est l'aîné. Ouais, je crois que c'est un truc chelou comme ça. Je crois que je suis sorti en premier. Donc t'es le cadet, t'es le plus petit. Je sais plus. Bon, ça doit être ça. On demandera. Je sais plus. Bon, Alexis, enfin, je sais jamais, on me le demande 10 fois par jour, je sais jamais. Et du coup, vous étiez tout le temps dans la même classe? On était toujours dans la même classe. Ils vous ont pas séparés quoi? Non. On jouait dans le même club de foot, voilà. Et on était toujours ensemble. Les mêmes amoureuses? Ça a pu arriver. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ça a pu se présenter. Et donc, il t'est arrivé quelque chose d'atypique. Voilà. C'était à 13 ans, c'est ça? Ouais, en fait, à 13 ans, je faisais un tournoi de foot, c'était à la Turballe, pas loin d'ici. Je prends un coup à la cuisse et genre j'ai un bleu énorme. Vraiment, la moitié de la cuisse, elle est bleue. Genre une énorme béquille, enfin, ouais, une bonne béquille, mais voilà, mais le bleu énorme. Bleu, vraiment une couleur bizarre. Bleu. T'as mal normal ou? Bleu, ouais, comme si il s'était rien passé. Moi, ça me fait rire. Ma mère, un peu moins. Ouais. Et quand même, elle m'emmène faire des examens. Ah ouais, quand même. La mère. Direct, on va voir le médecin. Il fait faire une prise de sang. Ouais. Pas terrible, les résultats pas fous. C'est marrant qu'il te fait prendre une prise de sang parce que, en gros, vous n'êtes pas sorti prématuré plus que ça? Non. Non? Mais t'avais jamais eu de problème de santé? Jamais de problème de santé. Ils ont quand même fait une prise de sang? Ouais, parce qu'en fait, s'il y a un bleu de cette taille-là, c'est qu'il y a forcément un déficit de ce qu'on appelle des plaquettes sanguines. Ouais, quand tu prends des coups, tu as des plaquettes dans tes vaisseaux sanguins qui vont venir boucher la paroi. Donc en fait, tu n'as pas de bleu. Quand le coup est un peu plus fort, tu as un bleu, mais le corps se répare tout seul. Moi, en fait, à ce moment-là, j'avais quasiment plus de plaquettes. J'en avais à peu près 15 fois moins que ce qu'on devait avoir. C'est le résultat des prises de sang? Voilà, en partie. Il s'est dit, ouais, il y a peut-être un truc qui va
pas. J'ai fait des examens qui ont confirmé que ça n'allait pas. C'était quoi comme examen? Prise de sang, donc ce qu'on appelle une numération. On regarde globules blancs, globules rouges et plaquettes, principalement. C'était pas bon. Le jour même, il a dit à ma mère, bon, je pense pas que ça soit une leucémie, mais c'est grave quand même. Ah ouais, ils peuvent pas se dire genre ça peut pas être dû à un manque de calcium, de fer, de machin. C'est tout de suite. Le nom de la maladie, de la pathologie, ça s'appelle une aplasie médulaire idiopathique. Pour faire simple, si on traduit ce mot un peu barbare, c'est un dysfonctionnement de la moelle osseuse et on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, c'est la traduction littérale. Les conséquences, c'est comme mon corps ne produit plus de globules blancs, de globules rouges, de plaquettes, bah, j'ai un déficit sur ces 3 lignes. Quand je suis arrivé, donc j'ai fait des tests, j'étais à l'hôpital de Saint-Nazaire. Ouais, t'étais à l'hôpital de Saint-Nazaire. Donc on a fait un bilan sanguin, le médecin nous dit, je pense pas que ça soit une leucémie, mais c'est grave. Ça, il le dit à ta mère ou à toi? À ma mère. À ta mère. Moi, de toute façon, 13 ans, une leucémie. Oui, ça te parle pas. Je veux dire, faut se remettre dans le contexte. C'était il y a 20 ans. Des enfants avec les cheveux rasés, des chimios, etc. On n'en voyait pas. Ça n'existait pas. Enfin, ça existait, mais on ne le montrait pas. J'arrive au CHU. Je comprends assez vite qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Je dis à mon père, je dis à mon père, bon, j'espère que c'était au mois de mai, je crois que c'était fin mai. Je dis, bon, j'espère que j'aurai au moins la moitié de mon été pour profiter. J'espère que je vais pouvoir jouer au foot tout l'été. Ouais, voilà. En septembre, c'est l'école, donc je m'en bats un peu les couilles. Je disais, ouais, j'espère que je vais pouvoir. Parce que pour moi, l'été ici, la plage et tout, c'était important. Donc je m'étais dit, bon, on va réparer ce qui va pas. Ça va me prendre un mois tout au max. Et puis après, on repartira. Mais je veux m'amuser l'été. Mais je veux m'amuser l'été. On voit déjà un petit peu le personnage. Cette nuit-là, j'ai appris plus tard que ma mère était dans le couloir à pleurer. Parce que là, je pense que pour des parents, c'est. Une maman, j'ose même pas imaginer. Et en fait, on ne savait pas encore ce que j'avais. Et il y a une infirmière qui vient voir ma mère et qui lui dit vous inquiétez pas, madame, les leucémies, ça se soigne bien. Donc 4h du mat, toute seule dans un couloir, voilà. Sauf que il n'y avait pas encore de diagnostic. Ouais. Alors qu'il est, à ce moment-là, le lendemain, on m'envoie au CHU de Nantes. C'est bizarre, on ne me dit pas où je vais. La brancardière, donc je crois que c'était une ambulancière, elle appuie dans l'ascenseur et ma mère elle dit hématologie, oncologie, c'est quoi? Et là, l'ambulancière elle dit mais. C'est le cœur, non? Non. C'est héma, c'est le sang, pardon. L'hématologie, ouais, c'est le sang, et oncologie, c'est les cancers. D'accord. Sauf que ma mère, à ce moment-là, elle ne le sait pas. L'ambulancière lui dit on vous a pas prévenu. Ouf. Donc là, elle dit non. Donc là, on arrive, elle dit rien. Et là, en fait, il y a les 2 portes qui s'ouvrent. Et là, il y a un monde qu'on découvre, qu'on ne connaissait pas. Tu vois que des enfants qui ont entre 1, 2 ans, 3 ans jusqu'à 10 ans, qui ont un pied à perf pour leur chimio qui passe. Pas de cheveux. Les cheveux, et là j'arrive. Un peu machin. Voilà. Et le fait est que je traverse ce couloir. Toi, tu te demandes ce que je fous là, quoi. Je me demande ce que je fous là, et comme par hasard, je suis à l'autre bout du couloir. J'avais l'impression que. Tu regardes toutes les chambres, quoi. J'ai eu l'impression que le couloir il faisait 10 km, c'était hyper long. Je crois que c'est une des seules fois où j'ai pleuré. Ah ouais? T'as pleuré? Ouais, parce qu'en fait, j'ai même pas pleuré pour moi. Moi, à ce moment-là, je pensais que j'étais là par erreur. Je me suis effondré de découvrir ça, tu vois, de découvrir autant de tristesse. Autant de. Waouh, ça m'a un peu. Là, t'étais avec ta maman. Ouais, j'étais avec. T'as pleuré devant ta maman? Ouais, discrètement, ouais. En entendant là-bas, ils te le disent pas. C'est pour quelle raison ils le disent pas avant, en fait, que t'arrives? J'ai aucune idée de ça, je sais pas. Tu penses que le stress, ça peut être mauvais pour ce genre de maladie? Non, je pense que de toute façon, en vrai, il n'y a pas de bonne manière d'annoncer les choses. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de bonne manière. En vrai, j'ai pas trop. C'est le chat. C'est le chat, vous inquiétez pas. Donc, j'ai pas trop d'avis là-dessus. J'étais hyper triste quand j'ai découvert ça. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut que tout le monde sache. Tous les enfants dans l'hôpital ont le sourire. Ouais, non, mais ça, c'est un truc de fou. Ça rigole. Ouais, et puis maintenant, enfin, effectivement, avant, on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle de plus en plus. Et quand on voit des enfants malades de cancer, de leucémie, de machin, c'est eux qui ont le plus de peps, tu vois. Ils savent pas comment ça va finir ou pas. Ils ont une joie de vivre qui est incroyable. Et je pense qu'en fait, enfin, j'en sais rien, mais je pense qu'ils se disent faut que je sois heureux, parce qu'en fait ils ont peur de laisser des gens tristes. Je pense qu'ils pensent moins à eux qu'à leurs proches. Je pense que dans ces cas-là, on n'a pas peur de mourir. On a peur que les gens qui nous aiment soient tristes parce qu'on meurt. Mais la mort en tant que telle, à titre individuel, je pense pas que ça fasse trop peur. Non, mais c'est ça, quand tu meurs, enfin, à part ceux qui pensent que. Il doit y en avoir beaucoup d'ailleurs. Des gens qui pensent qu'après il se passe des choses et qu'on vit encore. Et moi, c'est pas mon cas, je suis méga cartésienne et du coup, moi je pense que la mort, c'est la fin. Aujourd'hui, si je me dis demain je meurs, moi je meurs, c'est fini, mais. Je suis triste pour les gens autour. Pour mes enfants, tu vois, c'est surtout ça. Je pense, effectivement, donc c'est vraiment ce qui se passe dans ces hôpitaux. Il y a une vie. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a une vie dans l'hôpital. Les enfants ont le sourire. Ils sont heureux, parce qu'en fait on peut être un truc que les gens se rendent pas compte, mais on peut être malade et heureux, c'est pas incompatible. C'est pas facile, hein, il y a des jours qui sont plus durs que d'autres, mais c'est pas non plus ça a duré 10 ans pour moi, c'est pas 10 ans de bagne, hein, non plus. J'ai vu des enfants tomber amoureux, voilà, donc il y a une vraie vie dans l'hôpital. C'est un couloir d'enfants
Du coup, c'est... Oncologie pédiatrique. À Nantes, il y a... Oncologie pédiatrique, d'accord. Oncologie pédiatrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfant qui a plus de 15 ans. Ouais, mais en même temps, les gens qui ont ces maladies-là, qui ont 70, 80 ans, ils finissent pas de la même manière. Donc, exactement. Là, le verdict et la pathologie, là, ça y est, on met un nom sur ma pathologie. Là, c'est quelqu'un vraiment de spécialisé qui vient te voir dans ta chambre. On t'envoie dans une chambre. Je crois que la première fois que je suis arrivé, j'étais dans une chambre debout, avec quelqu'un. Ah ouais. Pas facile. On m'annonce les choses par étapes un peu, tu vois, c'est pas frontal. On m'envoie au bloc opératoire pour faire un myélogramme. Donc on ponctionne de la moelle osseuse, enfin une ponction lombaire et un myélogramme pour voir s'il y a des cellules cancéreuses et voir si j'ai des cellules qui produisent des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Le verdict est que j'en produis pas. Par contre, c'est pas un cancer, donc c'est pas une leucémie. Et je remonte du bloc avec un cathéter. Le cathéter, c'est quoi? C'est un tuyau pour m'injecter les... Alors ça, c'était pas cool ça. Ouais, non. Parce que ça, tu dois pas l'enlever du coup. Ah, tu vis avec après. Tu te balades avec le truc, ouais. Je crois que le cathéter, c'est peut-être un de mes plus mauvais souvenirs. Parce que c'est collé à toi tout le temps, tu peux rien faire sans. C'est un tuyau qui sort et c'est à vif. Là, j'ai des cicatrices, tu vois, là j'en ai plein. C'est à vif. Quand tu vas dans la douche, tu... Ah bah, faut protéger. Tu fais un pansement de cathéter toutes les semaines. Et là, ça fait trop mal. Ça, c'était pas cool. Ah ouais, il te l'enlève et... Ouais, ça, c'était pas fun. C'est comme enlever des drains pour ceux qui font des pareil, opérations. C'est un drain. C'est comme un drain. Là, tu m'as pas parlé du tout de ton frère dans ce moment-là, mais il était là, il était pas là? Mon frère, à ce moment-là, on l'a un peu, pas protégé, mais... Il est pas venu avec toi à l'hôpital? Non. Ma mère, en fait, elle a fait un sac à mon frère. Elle l'a emmené chez des très très bons amis à nous. D'accord. Elle a dit... faut qu'on aille à l'hôpital pour Erwan, on sait pas ce qui se passe. Tiens. Et t'as déjà dit ce qui s'était passé dans sa tête, dans son cœur à ce moment-là? Non, on n'en parle pas trop de ça. Vous en parlez pas trop? Non. Okay. Ça n'a pas dû être simple, mais il était préservé. Donc, À partir de ce moment-là où ils t'ont dit tout ça, où t'es arrivé à l'hopital, est-ce que t'es ressorti de l'hôpital? T'es rentré chez toi? Comment je suis resté une semaine. Une semaine, le temps qu'ils fassent les examens, les résultats, les machins. Et après, je suis rentré chez moi. Après, ils t'ont autorisé à rentrer? Ouais. Parce que le diagnostic était fait. Le diagnostic était fait, alors... Le nom de la maladie encore? Aplasie médulaire idiopathique. Donc, les conséquences de cette maladie, la première chose à faire, c'est de rester en vie. Parce que comme on ne produit plus de plaquettes, de globules blancs et de globules rouges... C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il t'arrive autre chose? Non. L'idée, c'est qu'il faut compenser ce que je ne produis pas par d'autres choses. J'avais des transfusions de sang tous les 15 jours. Transfusion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on m'injectait du sang quand tu vas donner ton sang. D'accord, le sang de n'importe qui. De n'importe qui. De ton groupe? Ou de mon groupe. On m'injectait du sang tous les 15 jours de quelqu'un d'autre. Parce que eux ont les trucs que t'as pas. Exactement. Parce que moi, mon sang, il était vide. D'accord. Donc on me l'injectait tous les 15 jours. Merci au don du sang. Parce que sans le don du sang, je serais mort. Le don du sang, du coup, en plus, il faut que ça soit volontaire. Bah, et en plus, franchement, dans les lycées, ils le font. Après, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas. Des gens qui ont des maladies. Il y a énormément de gens qui peuvent faire... On vous laissera pas donner votre sang si c'est dangereux pour vous. Voilà, c'est ça. Il y a des médecins sur place. S'ils estiment que vous êtes trop maigre, que vous avez des carences en quoi que ce soit, vous ne donnerez pas votre sang. Si vous êtes en bonne santé, faites-le parce qu'en vrai, ça, vous le prenez, vous êtes fatigué pendant une heure, après le sang il s'est refait et c'est bon, vous êtes nickel. Donc faut faire parce que si jamais ça arrive à vous, à quelqu'un que vous connaissez, à votre enfant, imaginez, enfin tous les gens ont besoin de sang, c'est indispensable et ça se régénère. Donc c'est comme ça arracher un bout de peau, après ça va repousser. Donc c'est la même chose. Donc faites don du sang si vous pouvez, faites-le. Exactement. Une transfusion de sang tous les 15 jours, une transfusion de plaquettes tous les 5 jours. Et j'avais des injections de ce qu'on appelle des pneumogènes tous les jours. C'est des piqûres pour stimuler les globules blancs. Ce qui fait que dans toute ma vie, j'ai reçu à peu près 450 transfusions de sang ou plaquettes. Voilà. C'est des piqûres à chaque fois? À chaque fois, j'allais à l'hôpital, transfusion. Tu pourras faire de la médecine esthétique après? Là, je pourrais. T'as pas peur des piqûres? On estime à peu près à 900 personnes qui ont donné leur sang ou leurs plaquettes pour que je sois en vie. Voilà. Merci à vous. Vous faites peut-être partie de cela. Effectivement. Là, tu as toujours 13 ans. Ouais. Donc, on te fait ça pendant combien de temps? Les transfusions, c'est pas pour guérir, c'est juste pour te maintenir en vie. C'est vraiment l'oxygène. Tu vois, c'est mon oxygène pour vivre. Après, moi, mon idée, c'est quand même et des médecins d'ailleurs, c'est quand même de guérir. Oui. Dans cette maladie, il y a deux options, soit la greffe, soit ce qu'on appelle le traitement de SAI, du sérum anti-lymphocytaire. C'est-à-dire qu'on met votre système immunitaire à plat. Et on espère qu'en repartant, il repart de la bonne manière. Quand tu me dis une greffe, c'est une greffe de quoi? Greffe de moelle osseuse. Parce qu'en fait, la moelle osseuse, c'est l'usine qui fabrique les cellules sanguines. D'accord. Voilà. On ne s'attaque pas au sang, on s'attaque à l'usine. Pour faire simple. Le premier traitement en général, dans mon cas, c'était ça. C'est ce qu'on appelle un sérum anti-lymphocytaire. On part en chambre stérile pendant 3 semaines, 1 mois. On met l'immunité à plat et on espère que quand ça reparte comme si de rien n'était. Pour faire ça, je simplifie volontairement. J'ai essayé ça. Ouais, t'as fait ça? Ça n'a pas marché.
D'accord. Donc, très vite, on est parti sur la greffe. Là, comment ça se passe quand on fait une greffe? Il faut trouver un donneur compatible. Premier réflexe, on cherche dans le cercle familial. Mes parents ont fait les tests, mon frère, etc. Et on fait ce qu'on appelle un groupage HLA pour voir si ils sont compatibles avec moi. Tes parents étaient compatibles? Non, il y avait que mon frère. Il faut savoir qu'avec mon frère, petite anecdote, on nous a présenté comme des faux jumeaux parce qu'on était dans 2 poches différentes. Ouais. Et quand on a fait le groupage HLA, il s'est avéré qu'on était des vrais jumeaux. Oh, c'est trop mignon. Voilà. Vous avez su après. Ouais. Donc j'ai vécu pendant 13 ans avec un faux jumeau et maintenant c'est mon vrai jumeau. Ça m'étonne pas tellement. Hein. Vous avez le même rire, vous avez. Et donc on est des vrais jumeaux dans 2 poches différentes. Oh, c'est trop chou. Voilà. Ouais, et donc il s'est avéré qu'Alexis était 100% compatible du coup. Ouais. Trop même peut-être. On va voir peut-être par la suite. Ça y est, on se dit allez c'est parti pour une greffe. Qu'est-ce qu'on lui fait à lui? Alors en fait on commence par moi. C'est-à-dire que moi je rentre à l'hôpital en général 10 jours avant la greffe, chimio rayon. Chimio pour pouvoir mettre l'immunité à plat. Qu'est-ce que c'est vraiment une chimio en gros? Ça va être un traitement immunosuppresseur. C'est-à-dire que l'objectif de la chimio et des rayons, c'est de mettre mon immunité à plat pour pouvoir m'injecter la moelle d'Alexis et que ça soit la moelle d'Alexis qui prenne place. En fait, on change de locataire dans mon usine. Mais pourquoi une chimio, ça fait vomir, ça fait perdre les cheveux? C'est comme si on te mettait de l'eau de javel dans le corps. En fait, t'as des réactions. On fait un nettoyage avant de... Voilà, en gros, on met mon immunité à 0. Ça dure à peu près une dizaine de jours, donc chimio rayon. Alexis arrive la veille de la greffe, le lendemain matin, il part au bloc. Et on lui prélève de la moelle osseuse dans le bas du dos. Et on vient piquer à plusieurs endroits pour prélever de la moelle osseuse. Ils doivent l'endormir lui pour faire ça? Ah oui, ils l'endorment. Ah ouais, t'es obligé. Ça pique un peu. Ouais. Ah ouais. Ils le mettent dans une poche. Ouais. Je crois qu'il la filtre juste en fait. Lui, il dort encore. La poche arrive. Et là, on m'injecte la moelle et on me l'injecte par le sang. Comme une transfusion. D'accord. Voilà. Ouais, et en fait, t'endors pas. Non. Et en fait, la moelle va prendre place à l'intérieur de mon corps. Voilà, tout simplement. Donc on a fait ça, et puis après, on reste en chambre stérile, c'est toujours en chambre stérile, et on attend. Là, il y a un temps de latence pour que ça se fasse. Il y a quand même un temps de latence, en général. Ils font des prises de sang On fait des prises de sang, savoir où ça en est, et on reste en chambre stérile parce qu'à ce moment-là, on n'a plus d'immunité. Là, la moindre bactérie, c'est le bordel. La bouffe, il doit faire gaffe, alors la ce qui ramène du méga cuit. Il n'y a pas de point d'eau dans la chambre. Ouais. On doit rester sous une grosse clim de 2 mètres par 2 mètres, on doit rester en dessous. Chaleur, pas très chaude, j'imagine. Ouais, il y a un petit flux d'air frais. Ouais. Tous les plats sont cuits, je crois, de souvenir, à 200 degrés pendant 20 minutes. Pas de bactéries. Ouais. Un pot de yaourt qui reste 10 minutes sur la table, c'est jeté. Tout simplement. Faut tout manger. Exactement. Et ça, combien de temps t'as fait? La première greffe, j'ai fait ça pendant 2 mois. Pas dans la chambre stérile? Si. Oh, putain. Et 2 visites par jour maximum. Ils avaient le droit de rentrer quand même? Ouais, faut être propre. Ils sont habillés de la tête. Ah oui, ils sont. Bah oui. Masque, Charlotte, blouse et tout. Lavage de main. Tes parents, ils avaient quelle énergie à ce moment-là? Ils étaient tristes, ils étaient. Pas trop. Pas trop, mais. Je pense pas trop devant moi. Pas trop devant moi. Ma mère venait me voir tous les jours. Ouais. Mais devant moi, ils étaient jamais tristes. Et moi, j'étais jamais triste. Toi, t'as toujours gardé ton smile? Ouais, déjà parce que en fait, c'est déjà dur si en plus t'es triste, ça devient. T'as fait quoi? T'as lu, t'as regardé la télé, t'as fait quoi? Je me suis pas mal occupé, j'ai beaucoup regardé la télé. T'as déjà investi dans l'immobilier? Ouais, je regardais plein de trucs déjà à ce moment-là. Je regardais l'immobilier, je regardais plein de choses. Je regardais des séries, je m'occupais. En fait, tu te crées une routine. T'avais un téléphone à cette époque-là? Non, pas de portable à l'hôpital, mais j'avais téléphone illimité. Ok. Donc je passais Ton frère, il t'appelait? Ah oui, mon frère, oui, il s'appelait tout le temps. Tu avais des copains à ce moment-là? Tout le monde est resté Ah bien sûr, bah oui, ils sont intéressés. Ah bah non, mais tu sais... ouais, j'avais des copains. Et en fait, moi, je me suis toujours battu pour rester quelqu'un de normal. Et que tout le monde me voit comme quelqu'un de normal. Comme je dis souvent, j'étais déjà malade, je voulais pas qu'on rajoute de la pitié. Oui. Bah, j'ai des copains qui ont continué à me traiter comme si de rien n'était. On se chambrait comme on a toujours fait. Ouais. Faut savoir que quand tes cheveux repoussent après une chimio, ça repousse bouclé. Ah ouais? Ouais, bah pourquoi? Oui. Bah parce qu'en fait le cheveu il est très très fin, et il repousse et il boucle. Donc moi mes potes ils m'appelaient le mouton, tu vois. Toi ils continuaient à me chambrer, voilà, et moi c'est très bien. C'est ce que je voulais. Très bien, je voulais surtout pas qu'on me surprotège. Oui, bah ouais, je me doute. Donc t'as fait la chambre stérile machin, et donc ça a marché ou comment ça se passe? Alors là la greffe elle a marché, donc j'ai repris une vie normale. J'ai pu reprendre le foot. Une vie normale. J'ai pu reprendre le foot, sauf qu'au bout d'un an, rechute. Et comment tu le sais? Ça rechute. Je le savais. Mais c'est quoi, un jour tu te sens mal? En fait, alors la première rechute, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en vacances, en camp surf, je crois, dans le sud-ouest.
Ouais. Et en fait, j'ai vu que j'avais ce qu'on appelle des pétichis, c'est-à-dire des micros bleus sur le corps. Et j'ai dit, bon, bah là, c'est la merde. Tu connaissais ta maladie, Je connaissais ma maladie. C'était le mois d'août. J'ai rien dit à personne. Fais chier, putain, mois d'août, merde, c'est le moment de J'ai faire dit, du on verra ça en septembre. On attend septembre. On attend septembre, on verra ça, je vais faire attention. T'aimes bien le mois d'août, toi? Ouais, je me souviens même que mes parents, on était dans le sud-ouest, ils m'avaient emmené faire du ski nautique. Mais du coup, tu laissais ton t-shirt? Ouais, je faisais un peu gaffe. Ouais, tu voulais pas trop qu'on voit, quoi. Et ils m'ont emmené faire du ski nautique, ils m'ont dit, bah t'as pas l'air très content. J'ai dit, ah ouais. Moi, je savais que c'était un peu risqué, tu vois. Et quand on est arrivé en septembre voir le médecin et qu'elle m'a dit, oh là là, il y a un problème sur tes résultats, j'ai dit, ouais, je sais. Oui, je sais, mais je voulais faire passer les J'ai dit, oui, je sais. Ouais, bon. Je me suis toujours écouté. C'est-à-dire que j'ai Oui, passé si mon ça temps... avait été vraiment pire que ça, dans ton état, Mais en fait, j'ai toujours fait des choses qu'il fallait pas faire. Ouais. Et j'ai toujours privilégié mes passions et tout ce qu'on me déconseillait de faire. J'ai continué à faire du body à l'époque. Au final, on dit toujours que les gens les plus heureux, les plus optimistes, c'est ceux qui récupèrent le mieux aussi. Ah, bien sûr. Donc en vrai, je pense que mais pour moi, une ça solution fait... Comme j'en parle beaucoup avec mon ostéo, c'était, il me disait, on peut pas te reprocher des choses qui t'ont sauvé la vie. Aujourd'hui, on est persuadé que le fait de continuer à vivre normalement, faire des trucs qu'il fallait pas forcément faire, ça témoigne d'une énergie qui fait que c'est peut-être aussi ce qui m'a sauvé. Oui, parce que le bonheur, ça crée des endorphines et des trucs. Je ne suis pas trop calée sur les hormones, mais ça crée l'hormone du plaisir qui fait que c'est bon pour la récupération. Donc, rechute, tu retournes à l'hôpital. Ouais. Et on te refait la même chose. Deuxième greffe. On dit, ok, on va refaire une greffe avec Alexis. Encore avec ton frère. Mais on va faire un protocole plus fort. Ça a duré 3 mois en chambre stérile. Et là, on m'a dit, bah, chimio rayon, pareil, mais plus hard. Ça te faisait mal la chimio? Non, en fait, ça fait pas mal, mais ça fait vomir quand même. Ouais, ça met mal quand même. Ouais. Genre, j'ai pu vomir jusqu'à 20 fois par jour. Ça te fait rien, ça, à l'œsophage, à l'estomac? Ah, si, j'ai fait un décollement de la plèvre. Pneumothorax et décollement de la plèvre à force de vomir, c'est que tu commences à beaucoup vomir. Bon, ceux qui boivent beaucoup, ils doivent le savoir aussi. Hein. Ouais, mais 20 fois par jour, à la fin, ça fait très très mal. Ouais. Donc, c'est une des conséquences de la chimio. Deuxième greffe, ça remarche, et au bout de 9 mois, rechute. Putain, c'est fou ça. Ouais. Et c'est quoi l'explication? L'explication des médecins, ils pensent que comme nos moelles sont 100% compatibles, que la maladie s'est reproduite parce qu'elle ne faisait pas la différence. Chez elle, quoi. Ouais, en fait, c'est comme si j'avais fait une autogreffe. Ouais, voilà, c'est comme si on m'avait greffé ma moelle osseuse de quand j'avais 5 ans, tu vois. Ouais. Et ton frère, il a pas du tout de ça. Il a aucun problème sur ses plaquettes et tout. Ouais. Putain, c'est fou, quoi. On se dit parce que c'est les deux mêmes, quoi. Et l'un, il est comme ça. Les deux mêmes, on a eu la même éducation, la même vie. On a toujours été à 2 mètres l'un de l'autre. De toute façon, les maladies, c'est un peu la Mais faut pas se poser ce genre de questions. Non, de toute façon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, tu me dis 9 mois, ça fonctionne pas. Là, comment tu le vois que ça fonctionne pas? Oh, je sais plus, mais pareil, je l'ai vu, je savais. J'ai dit, bon, bah, tu l'as senti. Là, on y retourne. Là, tu y retournes. Du coup, ils vont pas faire une troisième, j'imagine? Bah, pas avec Alexis. Je crois qu'on attend une bonne année en transfusion, etc. Et là, les médecins commencent à me dire, bon, là, ça commence à puer. Bah oui. Parce qu'à force de faire des transfusions, tu risques une myélodysplasie. C'est qui est? C'est que ça commence à devenir, ça se transforme en leucémie, en fait. Ouais. Elle dit, oui, là, on risque la leucémie à terme. Donc là, il va falloir y aller. Il va falloir faire une greffe. On cherche dans le fichier. Donc il y a un fichier international, comment ça se passe. Quand vous donnez votre sang, il stocke le sang. Quand on est donneur de moelle osseuse, c'est pas comme ça que ça se passe. On va faire un groupage HLA en faisant une prise de sang. Notre groupage HLA rentre dans un fichier et on nous appelle seulement si un jour on a besoin de nous. D'accord. Mais pareil, ça on n'entend jamais parler d'être donneur de moelle osseuse. Non, en fait, la porte d'entrée de tous ces trucs-là, c'est le don du sang. On commence par donner son sang, après ses plaquettes, après son plasma et après donneur de moelle. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de rentrer dans le système du don par le don du sang. Ouais. On recherche sur le fichier national, international. Ça va vite à trouver ou pas? Non, c'était assez long. On ne trouve pas. Ils décident de s'orienter sur du sang de cordon ombilical. Alors pourquoi? On sait qu'aujourd'hui, quand une femme est enceinte, elle peut donner son sang de cordon. On ne peut pas le faire juste à la fin, 8e mois, dire tiens, en fait, je donne mon sang de cordon. Ça ne marche pas comme ça. Ah ouais. Il y a un protocole à respecter dès le début de la grossesse. Ouais, mais ça, tu vois, on ne le dit pas. Moi, on m'a jamais dit tu peux donner ton sang de cordon. Oui, mais parce qu'en fait, la différence qu'il y a avec le sang de cordon, c'est qu'il faut le stocker. Le fichier national de la moelle osseuse, c'est un fichier. C'est-à-dire que tiens, tu vois, t'es telle référence, on a besoin de toi, on t'appelle. Quand tu donnes ton sang de cordon, ça veut dire qu'il faut stocker une multitude de cordons dont on n'a pas besoin, qui serviront peut-être jamais. Et c'est ça qui fait la richesse de ton fichier. Donc en termes de gestion, c'est beaucoup plus compliqué et ça se conserve dans de l'azote liquide et c'est des cylindres qui sont quand même assez volumineux. Et je crois qu'en France, alors ça a peut-être évolué depuis, mais je crois qu'à l'époque, il n'y avait que 2 banques
de sang de cordon en France. Donc c'est vraiment, c'est le début, on y arrive, ouais. Ça avance dans le bon sens. On voudrait que ça soit plus simple, mais il y a quand même des problématiques qui sont là. Parce que du coup, la maman, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est le gynéco qui décide et qui dit, voilà, faut faire ci, faut faire ça. Et à l'accouchement, on gardera le sang de cordon. Voilà comment ça se passe. Il trouve du sang de cordon. L'avantage du sang de cordon, c'est qu'il n'a pas besoin d'être 100% compatible. Parce que ce sont des cellules qui sont tellement jeunes, pure, ouais. tellement vierges qu'elles peuvent être malléables. Ouais, elles vont s'adapter beaucoup plus facilement. Ouais. Il trouve du sang de cordon qui vient des États-Unis. Non, qui vient d'Allemagne, pardon. Et une semaine avant la greffe, ils disent ok, on a trouvé un deuxième sang de cordon et on va mettre les deux dans la poche. Et le deuxième venait des États-Unis. Ils décident de mettre les deux sangs de cordon. Je fais la greffe, la protocole beaucoup plus costaud. Je sors de l'hôpital, je crois que je fais 3 mois de chambre stérile, sans bouger. Je pèse 38 kilos à la sortie. Je sors, j'ai des crampes en marchant. Ah bah tu m'étonnes. Et j'ai tellement plus de force dans mes cuisses que je peux même pas courir. Impossible. C'est-à-dire que ma cuisse ne permet pas de courir. Et je peux même plus prendre de main parce que j'ai pas assez de muscles sur les fesses. T'as déjà mangé une gastro 3 jours, je suis en PLS, je me plains auprès de tout le monde. 38 kilos, c'est la vie. 38 kilos, c'est la vie. T'as plus de muscles en fait, de toute façon. Plus rien. T'as plus rien. Ouais. T'as plus rien. Par contre, cette greffe fonctionne. C'est ouf. Cette greffe fonctionne. Mais ils savaient que ça allait fonctionner ou pas? Ah oui, j'étais pas le premier à faire une greffe de sang de cordon. Il faut quand même que je te parle d'un médecin qui m'a quand même dit, d'ailleurs je l'ai recroisé il n'y a pas longtemps, il m'a dit vous faites une 3e greffe mais vous savez que vous avez de grandes chances de mourir. J'ai dit oui. J'ai été voir notre médecin, j'ai dit lui je veux plus le voir et plus la défaite. Oh putain. J'ai dit je veux plus en entendre parler, j'ai dit même plus je parle avec lui. En fait tu parles pas à quelqu'un qui est malade. Bah, de toute façon c'est un médecin que j'avais jamais vu sourire. Oui il y en a. Donc voilà, alors c'est un cas isolé. Hein. Tous les médecins que j'ai vus, c'était incroyable. Et surtout aussi les infirmières. Ouais. Incroyable. De toute façon, j'imagine que dans ces endroits-là où c'est les enfants malades, tu dois bien choisir les personnes. Enfin, tu travailles avec des enfants malades, déjà, faut être costaud quand même. Hein. Tout le monde ne peut pas le faire. Non. Quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que les infirmières vont aux enterrements. Bah non, mais ça c'est évident. Donc, et ça tâche, comment tu veux pas t'attacher à un enfant qui est malade de surcroît? Et puis, ça te forme. Moi, j'ai fait très peu de connaissances. T'as pas voulu t'attacher plus que ça? Parce qu'en fait, alors c'est horrible, hein, mais je savais que j'allais m'attacher à des gens qui allaient mourir. C'est très égoïste de ma part d'avoir cette attitude, mais à un moment donné, tu peux pas te battre sur tous les tableaux et tu peux pas avoir 15 000 combats. Bah, t'aurais été malheureux si tu perdais quelqu'un à chaque fois. Et tu vois, j'ai des souvenirs, tu vois, je me souviens d'un jour, je jouais au ping-pong avec en salle de jeu, et puis on me dit, ah bah lui demain il part au bloc, on lui enlève la jambe. Je suis rentré en chambre stérile pour la 2e greffe, on était 4. Donc côte à côte, on ne se voit pas hein, forcément, parce qu'on reste chacun dans sa chambre, on était 4, au bout de 10 jours, on était 2, et ils n'étaient pas rentrés chez eux. Ce qui est ouf, c'est que tu le sens. Moi j'étais à côté, mais tu sens les infirmières, tu sens qu'il se passe tu sens qu'il y a un truc... Donc non, c'est des filles, elles sont incroyables. Ouais, ça c'est des choses qu'on n'explique pas, mais tu le sens. Les filles, les infirmières, elles peuvent rester avec toi, discuter pendant 1 heure, 2 heures, c'est des services incroyables. Merci en tout cas à tous ceux qui s'occupent des enfants. Ouais. C'est merveilleux. Moi, je suis trop sensible, je pleurerai H24. Et tu peux pas pleurer devant quelqu'un qui est malade, tu vois. T'arrives, tu pleures. Pas possible. Oui, mais après, il y a des gens qui viennent faire les clowns et les trucs et tout ça. Alors moi, j'aimais pas ces trucs-là. J'en voulais pas. Parce que tu savais que c'était pour vous faire changer de. Ouais, en fait, je voyais les ficelles et puis. C'est bien pour les plus petits, je pense. Non, mais c'est très bien pour ceux que ça rend heureux, tu vois. Ouais, voilà. Pour ceux que ça divertit et qui ça fait du bien, il faut continuer, il faut le faire. Ouais. Comme moi, je voulais pas me considérer comme quelqu'un de malade. Oui. Genre, un clown qui vient sur mon lit d'hôpital, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, parce que 13-15 ans, je pense que t'es un peu plus grand. Et enlève ton héros, j'ai bien parlé avec moi, c'est avec plaisir, mais en fait, tout ce qui me rappelait le fait que j'étais malade, j'en voulais pas. C'était ma petite défense à moi et ma manière de fonctionner. Ouais. Là, cette fois-ci, ça fonctionne. Ouais. Après, encore de la chambre stérile. Tu vois, les prises de sang sont bonnes et tout. Ouais. Et du coup, ils te disent, c'est bon, tu peux repartir chez toi? Au bout de 3 mois, ouais. Au bout de 3 mois, on me dit, tu peux repartir chez toi. Et donc, tu es confiant, toi, tu te dis, c'est bon, c'est parti ou... Ah ouais, de toute façon, moi, déjà, tu sais que j'ai une bonne étoile. C'est le contraire du chat noir, lui. Alors, lui, c'est un truc de fou. Il perd, on lui rend, il perd des trucs par terre, on va lui rendre. T'as jamais vu ça? Une bonne étoile, c'est pas une bonne étoile qu'il a. Lui, un soleil au-dessus de lui, c'est. Ouais, celui qui taffe pour moi là où il a du taf. Ça, c'est clair. Je me suis jamais dit que j'allais mourir. Pour moi, c'était une évidence que j'allais m'en sortir. Le mauvais moment de ta vie, il était là. En fait, l'idée, c'était de dire voilà, il y a un problème. Par exemple, je m'en foutais de savoir pourquoi j'étais tombé malade. Ça m'intéressait pas.
Ce que je voulais, c'était ok, maintenant il y a un problème, on règle le problème, on trouve la solution et on passe à autre chose. À quel âge quand on te dit c'est bon? En fait, on ne dit jamais vraiment c'est bon, tu vois. On dit ah, ça fait 5 ans, c'est bien, ah, ça fait 10 ans. Après, mais tu vas tous les combien? À partir du moment où on te dit c'est bon, machin, tu vas tous les combien faire des prises de sang? J'y vais plus. Ah, tu vas plus, mais tu devrais y aller. Ouais, c'est très bien que j'y aille, ouais. On est d'accord. Mais en vrai, si je veux savoir, je me gratte. Si j'ai des pétéchis, je sais que ça va pas. Au début, tu faisais quand même des prises de sang tous les 6 mois, tous les 1 an, non? Ouais, jusqu'à 2 ans après la greffe, j'ai fait des prises de sang. D'accord. Après, j'en ai pas fait. Oui, tu t'es dit, allez, c'est bon. Ouais, et puis en fait, c'était moins cool. En fait, il y a aussi un truc, c'est que la 3e greffe, je l'ai faite chez les adultes. C'était moins cool. J'avais moins d'atomes crochus aussi avec les médecins et les infirmières dans les services adultes. Ah bah, ils prennent moins de... Ouais, alors faut savoir qu'on est un pays où on soigne bien nos adultes et on soigne extrêmement bien nos enfants. Ouais. Heureusement, franchement. Mais non, on a des services pédiatriques incroyables. À l'époque, alors, je sais qu'actuellement, c'est peut-être un peu plus dur de ce que je constate. Mais à l'époque, on avait des services pédiatriques incroyables. Ça, c'est parce qu'ils sont mal payés. Donc, qu'est-ce que tu veux? Ils sont pas payés. Enfin, bon, ça, c'est un autre débat. Hein, mais s'ils étaient payés correctement, ils pourraient faire leur travail correctement et avoir le temps. Et c'est pas normal, quoi. Ça, je sais pas comment ça va se régler. Hein. Il y a peut-être bien un jour un président qui va trouver la solution. Tu grandis, ça te fait changer ou en fait, t'es resté la même personne, optimiste? Je pense que déjà, j'étais quelqu'un d'optimiste. Ça t'a changé quand même un peu la vision de la vie ou... Évidemment. Ouais. C'est-à-dire que... Oui, t'avais quand même 13 ans. Donc à 13 ans, je crois que statistiquement, j'avais 10% de chance de m'en sortir, je crois. La personne qui dit que ça change pas sa vie, c'est faux. Tu y penses tous les jours? Non. Non. Non, maintenant, c'est fait, c'est réglé, on passe à autre chose. Non, non, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est aujourd'hui et demain. Ça, c'est pas le cas de tout le monde. Hier, mais... Moi, de savoir l'histoire que t'as, quand même, on voit qu'il est différent sur certains trucs. C'est que, non, mais c'est vrai, t'as ta chérie, Sarah, que vous voyez dans mes vlogs aussi. Moi et Sarah, on va pouvoir s'énerver, se prendre la tête pour des futilités. Et toi, t'es quelqu'un, je t'ai jamais vu t'énerver, mais jamais une seule fois. Même hausser la voix, ou tu vois, t'es toujours... parce que même Thomas, il fait la gueule quand même assez souvent. Je pense que toi, tu te dis, c'est pas grave. Genre, bah c'est pas grave, il n'y a rien qui est grave, il faut toujours voir le positif, il faut toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, t'es quand même comme ça. Donc après, tu l'es peut-être quand même de nature. Ouais, puis en fait, moi j'oublie, en fait c'est très cliché, mais j'oublie pas en permanence que, ouais, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui, genre, on a quand même de la chance, tu vois. On est né en France, on est en bonne santé, on dort sous un toit, on mange à notre faim et on boit quand on a soif. Le reste, c'est pour moi, en vrai, le reste c'est du détail. Tout ce qui est annexe à ça, ça n'a pas forcément d'importance. Je ne sais pas si tu te souviens de cette interview sur TF1 sur 7 à 8. C'était un gamin qui avait des problèmes de reins, je crois, ou un truc comme ça. Et le présentateur, il lui dit c'est quoi ton plus grand rêve? Il lui dit boire de l'eau. Parce qu'en fait, il avait des problèmes et il avait du mal à boire, etc. Il dit moi, ce que je veux, c'est boire de l'eau. Bah, tu sais quoi, ça remet l'église au milieu du village. Oh putain. J'ai toujours dit, que ça soit dans mon métier, quand j'étais à Gémeaux, je disais à tout le monde, on sauve pas des vies et tranquille, il y a des gens qui meurent. Tu vois, chacun reste à sa place. On est de passage sur cette planète. Moi j'ai 34 ans, potentiellement il me reste 50 ans à vivre. Peut-être même moins avec tout ce que j'ai eu, mais bref. Mais de ce que tu me dis, de toute façon, tu t'en fous, tu vis aujourd'hui et demain. En fait, tu te projettes pas trop, toi. T'es quelqu'un qui se projette pas tant que ça. C'est pas ça, c'est que je profite. En fait, pour te faire une métaphore, moi je pars du principe qu'il y a des grains de sable. Tu vois, le temps, c'est des grains de sable qui passent. Et sauf qu'on ne sait pas la réserve qu'il y a de grains de sable. Ouais. Et il faut respecter chaque grain de sable. Quelqu'un comme Tom, lui, là-dessus, c'est l'inverse de toi. Tous les jours, il vit des bons moments, il est content. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement stressé par le temps et par la mort, tu vois. Alors que toi, pas du tout. Alors moi, j'ai pas peur de... là-dessus, vous êtes pas... J'ai pas peur de mourir, ça m'inquiète pas du tout. Par contre, vieillir, je trouve ça chiant, tu vois. Les rides et tout. Pourquoi on parle de moi alors que je suis en train de dormir? J'ai rien demandé. Mais dors, c'est très très bien. Lui, il fait des cauchemars, par exemple, de la mort, tu vois. Ah non. Mais tu peux rien y faire. En vrai, tu peux rien y faire. En vrai, moi, je suis assez là-dessus. Je pense que la mort, genre, je devrais déjà à partir du moment où tu devrais plus être là. Franchement, potentiellement par rapport à tout ce que j'ai vécu. T'as déjà de la chance. Ouais. Tu vois, il y a un truc que j'ai su il y a pas longtemps. Et ça m'a fait un peu froid dans le dos d'ailleurs. Tu veux mettre un pull? Ouais. À ma troisième greffe, et d'ailleurs je pense que mon ostéopathe m'a sauvé la vie. C'était un bon ostéopathe, hein. C'était pas... It was not you. C'était un bon ostéopathe et je pense clairement qu'il m'a sauvé la vie. J'étais pas bien, j'avais un pneumothorax, je vomissais 20 fois par jour. Je crois que j'avais une infection à l'estomac. Genre là ça a commencé à puer, tu vois. Là, une nuit mes parents ont appelé mes parents, ils ont dit ça serait bien de venir. Genre je pense que la route elle a été longue, tu vois. Et je l'ai su il y a pas longtemps. Et ma mère du coup elle a dit il faut qu'il voie son ostéo. Les infirmières ont dit
nous on veut rien savoir. Oui, parce que... C'est une visite. Faites ce que vous voulez. Bah surtout, tu mets ça 20 ans en arrière, l'ostéopathie, c'est pas ce que c'était aujourd'hui. Et donc il est venu, gentiment, un quart d'heure après, je commençais déjà à aller mieux. Pendant toute cette période-là, j'ai un peu vécu cette maladie, c'est un peu bizarre de dire ça, mais un peu comme un sportif de haut niveau. Tu vois, c'était ma compétition à moi, c'était ça. Ah bah si, c'est complètement, c'est la même chose en vrai. Genre je voyais mon ostéo toutes les semaines. Toutes les semaines, j'allais à Nantes, je faisais l'aller-retour avec ma mère, toutes les semaines, c'est un ostéo, tu peux même plus avoir de rendez-vous avec lui maintenant, voilà, c'est impossible. Mais toutes les semaines, je le voyais. Et il prenait du temps pour moi et il me préparait comme un sportif de haut niveau, et surtout avant les greffes. Les malades, ils disent, je suis en combat, c'est un combat, c'est la même chose que le sport de haut niveau. Ouais, puis quand tu te sens, je pense qu'il y a aussi quel est l'impact du psychologique là-dessus, mais quand tu arrives à un événement comme ça, tu as une greffe ou un truc. Et ouais, c'est intéressant ça. Est-ce que tu as vu un psy pendant cette période de ta vie? Non, j'en voulais pas. Mais tu pouvais du coup? Ah ouais, moi mes psys c'était mes potes. En fait, les gens avec qui je parlais c'était mes potes, je ressentais pas le besoin. Oui, c'est ça, voilà. À partir du moment où on t'en parlait, voilà. C'est ça. Et ils venaient un peu avec leurs gros sabots et j'aimais pas ça, tu vois. Et à psy, et après, voilà, moi mon psy, tu vois, mes psys c'était mes potes, mon ostéo. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, je serais peut-être une vision différente, mais à l'époque, je me disais, je suis pas malade, quoi. Oui. Je suis pas malade, j'ai pas besoin de voir un psy, tu vois. Ouais. Par rapport à la nutrition, la bouffe, l'eau, est-ce que tu t'es dit, ok, mon corps, il a déjà subi tout ça dans sa vie. En vrai, le sport et la nutrition, c'est la base de la santé et de la vie. Le sommeil, la nutrition. Le sommeil, la nutrition et l'eau. Et l'eau. Et l'amour. Ouais, voilà. Enfin, l'amour. Oui. Ça dépend. Non, mais le bonheur, on va dire le bonheur. Ouais, d'accord. Ça l'a changé, non, pas instantanément. Depuis 3-4 ans, je fais assez gaffe. Alors, tu t'es intéressé? Ouais, je m'y suis intéressé. Puis aussi une conséquence de tout ça, c'est que j'étais devenu un gros migraineux. Je faisais 2 à 3 migraines par semaine. Oui, je me rappelle. Il te voyait assez souvent comme ça. Je me suis intéressé à l'alimentation, au sommeil et tout ça à cause de ça. Aujourd'hui, je vois l'intérêt. Oui, puis maintenant, tu es une femme qui est quand même aussi là-dessus, du coup. Ouais, on fait attention. Ouais, donc maintenant, tu as une vie assez clean, saine et tout. J'essaye. Voilà. Je pense qu'on fera une autre vidéo pour que tu parles de ce que tu fais maintenant. Ton travail, ton boulot, comment tu as vécu ta vie professionnelle. Parce que du coup, tu as une vie pas comme les autres. Hein. Il a 34 ans, il est à la retraite, on va faire simple. 34 ans en retraite, mais ça, je pense que c'est une... À ton compte. Refais-la avant d'être à ton compte. À ton compte. Oui, non, mais tu bosses, t'es pas à la retraite, on s'entend, mais bon. Oui, je bosse. Ça fait en sorte qu'à 34 ans, tu travailles, mais qu'en fait, tu tes journées quand même de libre, tu vois. J'ai très vite compris que la plus grande des valeurs, la liberté et le temps. Ouais. Il y a un truc qu'on n'achète pas, c'est le temps. On peut tout acheter avec l'argent sauf le temps. Tu as mis très tôt des choses en place qui ont fait que... Ouais. On vous le réservera sur une autre vidéo parce que ça va intéresser beaucoup de monde. Il a une chaîne YouTube que je mets en description. Il a TikTok, Insta. Il est calé en IMO, en crypto, en bons investissements, enfin tout. Je m'intéresse un petit peu parce qu'il est là-dedans et que de voir des gens réussir comme ça aussitôt, c'est quand même vachement inspirant. On fera une vidéo là-dessus parce que je sais que ça intéressera peut-être d'autres personnes. Il vous racontera son parcours, ce qu'il fait et après, si vous voulez des détails, le mieux c'est d'aller sur sa chaîne, là où il explique tout bien. Et puis n'hésitez pas à le contacter parce que du coup, il a le temps et du coup, il peut répondre. J'étais ravie de vous présenter Erwan un peu mieux. Du coup, vous le connaissez certainement, mais peut-être mieux que moi du coup. J'espère que ça vous a intéressé. Ça vous a donné envie de faire des dons du sang. Ouais, de profiter de la vie. De profiter de la vie. De respecter chaque grain de sable. De bien manger, de bien boire, de kiffer la vie. Et de vous écouter. Ouais, de vous écouter. Et surtout, qu'est-ce qui vous rend profondément heureux? Qu'est-ce que ce qui me rend profondément heureux? J'y consacre du temps au moins 1 fois par jour. Et puis toi, t'as pas de limite. Zéro limite. Sky is the limit. C'est ce qu'on dit en général. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'oublie toujours de le dire, donc je vais le faire à la fin. Les petits pouces bleus. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions par rapport à sa maladie, si ça vous parle sur Insta ou sur YouTube, on y répondra, il y répondra aussi, n'hésitez pas à contacter. Abonnez-vous à la chaîne, la cloche c'est pour les petites notifications. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de trouver quelqu'un de plus intéressant que lui, ça va pas être simple, mais on va trouver. Et puis sinon, rendez-vous tous les dimanches pour mes vlogs. Je vous embrasse. Ciao.